Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo bilan du travail que je vous avais demandé de faire sur la photographie, enfin le voyage immobile dans une vidéo précédente. D'ailleurs je vous mets le lien du coup dans la vidéo si vous souhaitez la revoir ou pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et je voulais revenir un petit peu sur ce que vous m'avez envoyé comme réalisation, alors rapidement parce que ce serait très long vu tout ce que vous m'avez envoyé. Et je voulais étendre un petit peu ce travail-là vers d'autres références de l'histoire de l'art et des thématiques un petit peu aussi en lien avec ce travail-là. Alors, j'ai volontairement laissé plusieurs versions de la même mise en scène, comme vous avez pu le voir. Certaines de vos photographies, elles apparaissent en noir et blanc et en couleur. Je voulais vous laisser juger en fait de l'intérêt de garder ou non la couleur. Certaines fois, ça permet de mieux comprendre ce que représente le décor. Et parfois ça fait perdre des informations, alors voilà, certaines mises en scène fonctionnent mieux en noir et blanc, d'autres fonctionnent mieux en couleur. Ça après voilà, moi j'ai pu voir un petit peu et comparer ce que vous aviez tenté de faire. Alors oui, certains du coup se sont questionnés sur ce qui était le meilleur choix. Alors voilà, c'est un petit peu compliqué, hein. Là on travaille à distance, donc c'est vrai que si on avait fait ça en classe, j'aurais pu échanger avec vous, on aurait pu discuter un petit peu de tout ça. Mais bon, je trouve que dans l'ensemble, vous en êtes bien sortis. Et donc j'ai remarqué différentes façons d'interpréter mon sujet, parce que voilà, vous avez tous eu le même sujet, les mêmes consignes, et malgré tout, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'exercice, vous avez tous proposé des choses un petit peu différentes. Alors, certains ont adopté un style assez simple, qui s'inspirait beaucoup du photographe que je vous avais présenté dans la vidéo, mais c'est quand même assez efficace. Je trouve que voilà, c'est pas parce que c'est simple que c'est bâclé ou sans intérêt. Et d'autres se sont lancés dans des mises en scène un peu plus complexes, un peu plus recherchées, plus chargées en éléments. Voilà, ils ont veillé à trouver de bonnes textures en fait pour créer des fonds. Ils ont choisi des objets avec un thème en commun par exemple, comme là sur le thème du zoo, ou alors ils ont trouvé une façon d'accorder, d'harmoniser la mise en scène avec une couleur commune, ou des formes, des motifs. Enfin voilà, je trouve que malgré la difficulté de l'exercice, parce que voilà, on n'a pas toujours tout sous la main, on pense pas toujours à tout, je trouve que dans l'ensemble vous en êtes bien sortis. Et certains ont interprété aussi la consigne en recréant pas forcément un paysage, comme j'avais pu le suggérer dans ma consigne, mais ils ont disposé des objets en fait qui symbolisaient une ville ou un pays ou le voyage. Voilà, comme des sacs de voyage ou des objets qu'ils avaient ramenés en fait d'un des voyages. Donc c'est une autre façon d'interpréter le sujet que j'ai trouvé intéressante et à laquelle je m'attendais pas forcément, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'exercice. Alors au niveau de la composition, parce que du coup j'ai revu un peu, je trouve que vous avez bien pris en compte en fait ce que je vous avais dit, de ce sur quoi en tout cas je vous avais dit de porter votre attention dans ma consigne, en l'occurrence la composition. Donc certains ont réussi à créer des perspectives. Sur le cadrage, alors j'espère en tout cas que vous avez vu l'importance qu'il y avait, tout l'intérêt aussi qu'il y avait à réfléchir au cadrage dans une photographie. Et dans beaucoup de vos réalisations, ça a permis de mieux comprendre ce que représente la mise en scène. Voilà, parce que du coup, comme on éloigne, on enlève en fait tout ce qui ne fait pas partie de la mise en scène, forcément, on arrive à mieux se concentrer, à mieux comprendre. Ça crée une sorte de micro-univers, si vous voulez. Et l'angle de vue. Alors là, voilà, pareil, j'ai eu pas mal de travaux où j'ai trouvé que vous aviez vraiment réfléchi à l'angle de vue, que ce soit en plongée, contre-plongée, et j'espère que vous avez vu l'intérêt aussi qu'il y avait de réfléchir et de choisir un angle de vue qui sortait aussi un petit peu de l'ordinaire, parce que souvent on a tendance à prendre les choses en fait en photographie de face, comme quand on les regarde en fait tout simplement. Et voilà, dans certaines compositions, j'ai trouvé que ça avait créé du dynamisme, des effets de grandeur ou de distance en fait aussi dans la mise en scène. Donc ça c'était très bien aussi. Et la lumière, alors là pareil, la lumière, là vous avez vraiment, je pense, pour la plupart d'entre vous, justement expérimenter quelque chose que peut-être à laquelle vous ne réfléchissez pas habituellement. Donc la lumière, j'ai eu pas mal de scènes dans l'obscurité puisque vous vouliez montrer une scène qui se passait la nuit ou en tout cas au crépuscule, voilà. Donc ça crée une atmosphère, on le voit tout de suite dans vos photographies. Ça donne une indication par exemple sur la saison ou sur le moment de la journée. Donc voilà, tout ça, ça a vraiment contribué à vous distinguer les uns des autres dans vos réalisations, et je pense que vraiment on peut se dire que vous avez réfléchi à la mise en scène et c'est très bien. Alors, cette séquence, je vous l'ai proposée, alors évidemment en lien avec les contraintes actuelles de travail que l'on peut avoir, mais pas seulement, c'était une façon pour moi de vous faire aborder aussi, donc
la pratique de la photographie comme moyen de création, voilà, ce qu'il n'y a pas que le dessin, que la peinture, la sculpture, voilà, qui sont des genres un peu plus classiques, mais voilà, d'utiliser les nouvelles technologies. Et ça va être aussi pour moi une façon d'aborder une thématique dans le monde de l'art qui n'est pas celle du voyage, mais plutôt la place de l'objet dans l'art. Alors l'art plutôt du 20e, 21e siècle, hein. C'est pas que l'objet n'existait pas avant, mais on va dire qu'il a pris une place en fait bien particulière à partir du début du 20e siècle dans la création artistique. Alors je vais plus vous parler de l'objet technique, hein, plus que de l'objet naturel, hein. L'objet naturel c'est quelque chose qui est plus utilisé dans les pratiques comme le land art, voilà, je vous montrerai aussi une référence. Et vous vous référerez à vos cours de technologie de 6e, hein. Il me semble que l'objet technique et l'objet naturel, tout ça c'est des notions que vous abordez en technologie. Vous voyez comme quoi, hein, entre les disciplines il peut y avoir des liens. Et donc rapidement, hein, pour vous donner un petit peu un aperçu, vous introduire un petit peu dans cette thématique de l'objet dans l'art, parce que c'est ça, on se dit un objet c'est plutôt quelque chose qui est autour de nous, on en a absolument partout autour de nous. C'est aussi pour ça que je vous ai demandé de faire ce travail-là en photographie, c'est que vous en avez forcément à la maison. C'est quelque chose que l'on peut se demander qu'est-ce que ça vient faire dans une œuvre d'art, voilà, parce qu'on a une vision encore aujourd'hui assez traditionnelle en fait de l'œuvre d'art. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes du domaine artistique. Alors, il y a plusieurs catégories d'objets. Il y a d'abord, alors je les ai pas classées de plus importantes au moins important, voilà, je les ai classées un peu au fur et à mesure de ce qui m'est venu en tête. Vous avez premièrement l'objet d'art. Alors c'est un terme qui est utilisé pour les objets qui proviennent le plus souvent de l'artisanat. C'est donc lié à un savoir-faire, hein, c'est-à-dire que voilà, un ébéniste il va travailler le bois. C'est un objet qui est lié à un savoir-faire, qui est en dehors du contexte industriel, hein, parce que industriel on produit en série, tout ça, à l'identique. L'artisanat justement, même si on peut produire plusieurs fois le même objet, ça reste quelque chose qui est fait à la main, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez authentique. Et souvent on travaille à partir de matériaux nobles, précieux, donc ça donne une certaine valeur en fait à la réalisation. Alors, il y a aussi l'objet usuel. Alors, usuel utilitaire, hein, c'est justement la catégorie qui nous a concernés pour le travail que je vous avais demandé de faire. C'est souvent un accessoire de la vie domestique, de la vie quotidienne, comme des outils, des ustensiles de cuisine, voilà, il y a toutes sortes de catégories. Et c'est des objets qui sont utilisés pour leur fonctionnalité, vraiment principalement, voilà, une fourchette, une brosse à dents, elles ont une fonctionnalité, même si parfois on peut les détourner pour d'autres utilisations. Mais à l'origine, ce sont des objets qui sont créés pour ça, qui n'ont rien d'artistique, hein. Là, pour le coup, on adapte la forme vraiment à la fonction. Vous avez après l'objet symbolique. Alors c'est un objet qui représente quelque chose d'autre par association, par ressemblance, ou ça vous l'avez fait par exemple dans certaines de vos réalisations, je vous le disais, pour symboliser un pays, ou voilà, certains ont utilisé les objets pour leur valeur symbolique. Et après vous avez aussi la catégorie des objets cultuels, voilà, de culte, hein, qui servent à vénérer une croyance par exemple, quelle qu'elle soit, utilisée pour des rituels, voilà. Moi la première chose, les premiers objets de culte qui me viennent à l'esprit, ce sont par exemple les masques africains. D'ailleurs j'ai un livre là, un livre qui est lié aux collections du musée du Quai Branly, voilà, donc je vous invite à vous renseigner sur la question. Les masques africains, donc il n'y a pas que les masques africains, hein, masques asiatiques, voilà, mais qui sont utilisés pour des cérémonies, des choses comme ça. Et vous avez également, pour finir, la catégorie des objets design. Alors voilà, c'est un petit peu la catégorie qui est entre deux, c'est-à-dire qu'on a des objets qui sont fabriqués de manière, qui sont destinés à être fabriqués de façon industrielle, mais dont on a étudié la forme, l'esthétique, voilà, pour le rendre à la fois beau, hein, d'une certaine façon, mais aussi fonctionnel. Voilà, donc c'est la dernière catégorie qui concerne l'objet. Alors, dans le monde de l'art, là je vais vraiment rentrer plus dans ce qui m'intéresse de vous montrer, enfin en tout cas de vous expliquer aujourd'hui. L'objet apparaît dans l'art
par le biais en tout cas de la nature morte. Alors certains d'entre vous doivent connaître hein, le genre de la nature morte, c'est quelque chose que l'on aborde hein, facilement, pas seulement au collège mais aussi à l'école primaire, pour vous parler de la peinture, parce que c'est un genre très important et très particulier de la peinture. Alors c'était un genre, la nature morte, qui était très utile aux peintres pour s'exercer voilà, de façon virtuose, vraiment pour pousser le plus possible les rendus des matières, travailler sur les reflets comme vous le voyez là justement au XVIIe siècle. C'est un genre qui est très très répandu. Voilà, et déjà là l'objet il a une valeur plus symbolique, par exemple pour montrer le temps qui passe. Vous avez le genre de la vanité par exemple avec les crânes qui symbolisent voilà la mort, le temps qui passe. C'est quelque chose d'assez courant dans le monde de l'art. Après, là on fait un grand saut dans le temps, on va se rapprocher du XXe siècle avec un artiste qui est à cheval justement sur cette période-là. Vous avez Paul Cézanne, qui est un artiste voilà, considéré comme un des plus importants du début du XXe siècle, qui a réutilisé, qui a traité à sa façon le genre de la vanité, de la nature morte, même s'il a un style très particulier. Ça reste un genre assez classique. Et là encore, les objets sont juste représentés. Voilà. C'est que à partir des fameux cubistes, hein, dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé, alors à toutes les sauces, hein, les cubistes, je reviendrai là-dessus, tous les artistes ne sont pas cubistes. Léonard de Vinci n'est pas un artiste cubiste comme certains l'ont mis dans leur biographie. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo de ce qu'est un mouvement artistique. Voilà, pour faire un petit point là-dessus. Parce que visiblement c'est pas clair pour tout le monde. Alors au XXe siècle, vous avez donc les cubistes hein, qui réinventent le genre classique de la nature morte. Par exemple, vous avez un exemple de un morceau de toile cirée, vous voyez le fond en fait de la nature morte à la chaise cannée. Vous avez donc cette forme ovale avec une corde qui est utilisée pour faire, alors on ne sait pas si ça fait partie vraiment de la composition ou si elle sert juste de cadre, mais voilà, vous avez le morceau de la toile cirée aussi avec un imprimé de canage de chaise et une composition qui est peinte, pareil, qui fait référence aux objets du quotidien comme le journal. Ensuite, un petit peu plus tard, vous avez quelque chose, enfin un petit peu plus tard, on va dire que c'est vrai qu'au XXe siècle, il y a énormément, dans un court laps de temps, de courants artistiques qui se suivent, qui se chevauchent, qui se répondent les uns les autres, qui se critiquent, voilà, il y a un petit peu un jeu comme ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de courants artistiques, beaucoup au début du XXe siècle notamment. Et vous avez donc quelque chose qui a été fait de façon très radicale dans le monde de l'art avec Marcel Duchamp. Alors on est dans le contexte de la Première Guerre mondiale, hein, avec des courants artistiques. Faut bien vous dire qu'un courant artistique, si telle façon de créer est apparue à tel moment, c'est aussi lié au contexte historique, aux avancées technologiques aussi, à des mouvements sociaux. Enfin, il y a toujours un lien entre l'histoire et l'art. Hein. De toute façon, on appelle ça histoire de l'art, hein, donc c'est pas pour rien. Et donc, pour revenir à mon propos, dans la thématique de l'objet dans l'art, vous avez Marcel Duchamp qui lui fait quelque chose de vraiment très radical. C'est qu'il expose des objets tels quels, donc des objets produits de façon industrielle. Il les sélectionne, hein. Alors il y a un côté provocateur hein, chez Marcel Duchamp. Il s'est moqué un petit peu comme ça aussi peut-être des conventions du monde de l'art, c'est-à-dire des codes, hein, des choses qui font qu'une œuvre d'art est considérée comme une œuvre d'art. Il expose des objets tels quels, comme par exemple là un urinoir, une roue de vélo sur un tabouret, et lui se contente de les signer par exemple, de les exposer sur un socle, de les mettre dans une vitrine, de mettre un cartel. Vous savez, le cartel, c'est la petite étiquette qu'il y a à côté des œuvres d'art pour expliquer la date, la technique, voilà. Et tout ça, selon lui, fait que à partir du moment où on intègre ça, par exemple, un objet même si l'artiste ne l'a pas touché, ne l'a pas fabriqué lui-même, à partir du moment où c'est dans un musée, on peut dire que c'est une œuvre d'art. Donc ça s'appelle un ready-made, voilà. Et donc, vous le voyez, hein, il y a un côté provocateur qui est un petit peu pris au sérieux, hein, faut le dire. Hein. Quand on s'intéresse un peu au monde de l'art, il y a eu quand même une partie du monde de l'art qui l'a pris très au sérieux. Lui, il disait donc ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Alors voilà, ça explique bien sa logique, sa démarche. Hein. Ce sont les spectateurs, les gens qui viennent, qui vont eux juger de la valeur ou non artistique de quelque chose. C'est pas complètement faux. Alors, plus tard, dans le XXe siècle, dans les années 60, vous avez les nouveaux réalistes. Là, on avance un petit peu dans le temps, hein, parce que Marcel Duchamp, voilà, comme je vous le disais, on est dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Avec les nouveaux réalistes, on est dans les années 60, avec vraiment une explosion de l'industrialisation et surtout de la société de consommation.
Alors certains d'entre vous en auront entendu parler en histoire-géographie notamment, et c'est pour ça que l'on a des créations avec des accumulations d'objets. Ça critique beaucoup la société de consommation comme ça, où on produit en masse, on consomme en masse les objets, et donc les œuvres d'art se nourrissent un petit peu de ça. Donc c'est un peu un art du déchet, de la réutilisation de ce qu'on considère comme déchet en fait. Et on les élève au rang d'œuvres d'art, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Là je vous montre pas tout ça en vous disant que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de ce qu'il y a de mieux à voir dans le monde de l'art. Voilà, là je suis pas du tout en train de vous montrer ce qui me plaît le plus, mais en tout cas c'est ce qui selon moi montre le mieux la façon dont l'objet a été intégré petit à petit en fait dans le monde de l'art de différentes façons. Et donc dans les nouveaux réalistes, vous avez l'objet qui devient un matériau de l'œuvre. Voilà, c'est pas pareil que Marcel Duchamp. Lui, il les utilisait tels quels. C'était un peu comme des sculptures, si vous voulez. On peut dire les choses comme ça. Là, il les utilise comme matériaux, il les accumule, il les assemble. Vous avez par exemple les compressions de César, voilà, qui n'est pas forcément quelque chose de très agréable à regarder, mais malgré tout, il y a une signification. Voilà. D'ailleurs, les compressions de César, si vous vous intéressez un peu au monde du cinéma, le César que l'on décerne au cinéma, ce sont le trophée, en fait, c'est une des réalisations de César. Alors, dans le même courant, enfin pas dans le même courant, mais dans la même époque, dans les années 60 toujours, vous avez le pop art. Alors ça, je sais que certains d'entre vous connaissent ce courant artistique très populaire. Populaire, pop art, ça vient de là. Donc on est dans une production en série. On utilise beaucoup les images issues de la culture populaire, comme la bande dessinée, le cinéma, la télévision, etc. Et un des artistes emblématiques, qui n'est pas le seul évidemment, encore une fois, c'est Andy Warhol. Alors lui, il a un parcours particulier, c'est qu'il est, à l'origine, c'était pas un artiste plasticien, il était publicitaire, il travaillait dans la publicité en fait à l'origine. Et il réutilise du coup des techniques qu'il a utilisées dans son métier d'origine, à l'occurrence la sérigraphie, technique d'impression comme ça en aplat de couleurs. Et il a appelé son atelier la factory. La factory, ça veut dire usine, donc vous voyez un petit peu ce jeu comme ça entre le monde de la production, de la consommation de masse de l'objet et le monde artistique. C'est un petit peu comme ça, l'art du XXe siècle et XXIe siècle aussi. C'est un art qui est très critique, qui donne beaucoup, qui parle beaucoup du monde dans lequel il est produit. Et donc, sa particularité, Andy Warhol, ce qui a fait aussi sa popularité, en dehors du fait que il produit des images très accrocheuses, comme ça, avec des couleurs très vives. Voilà, le monde de la publicité, c'est ça, c'est quelque chose qui doit accrocher le regard, quelque chose de percutant. Et lui, c'est qu'il met tout au même niveau. Il n'y a pas de sujet plus important que les autres. Par exemple, là, vous voyez une boîte de soupe, c'était une soupe très populaire à l'époque, est traitée de la même façon qu'une actrice aussi populaire à l'époque. Voilà, Marilyn Monroe, une boîte de soupe. Donc il met à plat un petit peu tout ça. Et il produit comme ça des images en série. Alors, pareil, on va faire un petit saut dans le temps et je terminerai là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres courants artistiques qui ont utilisé l'objet, mais si je devais vous en parler, la vidéo ferait 3 heures. Vous avez des artistes contemporains, donc plus du XXIe siècle, qui continuent de détourner les objets avec des réalisations, des installations spectaculaires comme Bernard Prat. Alors Bernard Prat, je vous mettrai le lien de son site dans la description de la vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de vidéos de ses installations, comme ça vous pouvez voir un peu plus comment ça fonctionne. Lui, il crée des anamorphoses. Alors les anamorphoses, une anamorphose, c'est une image qui est déformée, qui n'est lisible en fait, que l'on peut vraiment voir correctement qu'à partir d'un point de vue précis. Alors voilà, ça joue sur l'optique, c'est un jeu de perspective et ça a un côté un peu comme ça magique, un peu spectaculaire. Comme vous le voyez dans l'image, voilà, vous avez 2 images de la même installation. Si on se trouve sur le côté ou en biais, on voit un amas d'objets comme ça, on dirait presque une déchetterie, il y a ça, cet aspect-là. Et puis lorsque l'on se place bien devant, eh bien on voit là le portrait vraiment... ça a un côté vraiment, on voit ce que l'on peut faire avec de simples objets disposés. Alors c'est un long travail évidemment, il fait pas ça tout seul, c'est un très long travail d'observation, d'installation. Là par contre on revient vers quelque chose qui est plus de l'ordre c'est un vrai savoir-faire d'arriver à créer ça. Donc voilà.
J'espère que cela vous aura intéressé. En tout cas, merci pour vos réalisations diverses et variées. Et puis n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur tous les artistes dont je vous ai parlé, sur les courants artistiques. Et puis continuez à être curieux, c'est ce qui est le plus intéressant et le plus important dans la création. À bientôt!